Merci beaucoup, Marc. Merci. Oui, je dois dire, quand j'ai reçu cette invitation, j'étais très intimidée. J'aimerais remercier ici les amis du nouveau musée de m'avoir invité à m'exprimer. Mais c'est un défi que d'abord j'ai sous-estimé. Quand je me suis mise au travail, je me suis rendu compte que, ben voilà, c'est pas si simple que ça. Enfin, on va essayer de s'y coller et surtout, j'essayerai de vous faire une petite promenade dans le temps, dans l'espace, avec quelques images. Certaines ne sont pas très nettes, vous verrez, parce que ce sont de vieilles images. Je vous prie d'ores et déjà de me pardonner. Une promenade donc qui n'est pas physique, mais qui est peut-être aussi dans nos têtes. Robert Walser écrit une carte à Max Brod, son ami. « Je suis actuellement à Bienne, où je vis, loge et habite dans la mansarde d'un palais. Bienne est une ville qui vaudrait la peine d'être visitée. » Alors je me suis dit, allons-y. Cette promenade sera subjective, un prétexte pour se poser des questions au sujet de notre rapport au passé, de la formation dans cette ville de Bienne, du bilinguisme, de son bilinguisme, et surtout aussi du rôle de la politique. Mais pour savoir où on est, il faut peut-être aussi se poser la question de savoir d'où l'on vient. Et c'est la question que je me suis posée. Je suis née à Moutier en 1946. Ma mère est née de parents alémaniques venus dans le Jura bernois depuis Moury au début du XXe siècle. Mon père est né de parents jurassiens. Il a fait son apprentissage à la fabrique Tornos à Moutier. Depuis Moutier, nous partons à Couvet, dans le Val de Travers. Couvet, vous voyez ici les usines Édouard Dubié, où mon père va travailler pendant quelques années. Une période pour moi qui fut vraiment très impressionnante parce que j'ai appris et j'ai découvert ce que c'était qu'une fabrique. Mon père m'y emmenait, des machines à tricoter. Mon père avait inventé une machine à tricoter les gants à doigts. Couvet, ce fut aussi une magnifique période pour mon enfance. J'ai entendu le nom de Rousseau, Max Petitpierre. J'ai appris ce que c'était que la fée verte, les alambics cachés dans les caves de mes copines. Je me souviens de la mine d'asphalte et surtout de cette insouciance de l'après-guerre qui était une période marquée par, un peu loin des grands événements, marquée par une espèce de paix aussi intérieure pour nous. L'école où j'ai commencé, où je suis entrée à l'âge de 6 ans, elle ressemblait terriblement à celle que vous avez peut-être vue dans le très beau film d'Henri Brand, quand nous étions petits enfants. Et c'était une école similaire avec le même fourneau, les mêmes planchers, mais alors avec des institutrices qui pratiquaient encore les châtiments corporels. Bienne, rue Alexandre Moser, c'est en 1958 que nous sommes arrivés à Bienne. La rue Alexandre Moser, du nom d'Alexander Abraham Moser, est une rue où j'ai vécu jusqu'au moment où je repartirai de chez mes parents. Qui était cet Alexandre Abraham Moser ? En fait, je me suis un petit peu penchée sur sa vie et je découvre qu'il est bourgmestre de Bienne en 1792 pour tous ceux qui ont fait un peu d'histoire, c'est une date charnière. À cette époque, excellent négociateur, il réussit à retenir les Français et à éviter qu'ils descendent jusque dans notre région. Et en 1814, alors, quelques années plus tard, il fut l'ardent défenseur du rattachement de notre ville au canton de Berne. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, le départ des Français, la fin de l'État épiscopal, crée pour notre ville de nouvelles conditions, des conditions qui la mettent dans une situation un peu particulière. Bienne est-elle une ville pont ou Bienne est-elle une ville de frontières ?
C'est la question que je me pose encore toujours. Donc, je disais, en 1958, nous voici arrivés à Bienne. Voici sur cette image les immeubles qui alors m'ont marqué, m'ont impressionné. J'en ai gardé encore et toujours ce souvenir. Il y avait, vous vous souvenez, Haussmann-Rupp, Meyer und Söhne, avec des parquets qui sentaient très fort la cire. Vous vous souvenez de l'escalier monumental, aussi du magasin Boudoir. Vous vous souvenez peut-être aussi encore de la place centrale, traversée par le trafic. Vous vous souvenez certainement aussi comme moi du Billerhof, du Rüschli. En revoyant ces images, je me souviens aussi qu'on disait que ces bâtiments étaient vieux, qu'ils étaient d'un autre temps. On n'avait pas cette sensibilité telle que nous l'avons maintenant. Depuis lors, on les regrette. Comment s'expliquer ce revirement? Nous y reviendrons peut-être. Mais je découvre aussi une ville urbaine, les cinés, la plage, la patinoire artificielle, et surtout une ville qui a fait le choix de la modernité. Souvenez-vous des débats autour de l'architecture de ce palais des congrès, qui encore toujours fait débat. Revenons peut-être quelques années en arrière. Mon père a accompli sa formation au Technicum, qui est devenu l'école d'ingénieurs et plus tard la haute école spécialisée. Vous voyez l'évolution. Il l'a fait à la fin des années 30, au début des années 40. Passionné de mécanique, il y rencontre 4 amis auxquels il restera toujours fidèle. Et ces amis, 2 d'entre eux, vont fonder en 1943 l'entreprise Posalux. Pour moi, Posalux, c'est une partie de mon enfance ou de mon adolescence. C'est donc en 1958, comme je le disais tout à l'heure, que mon père décide de rejoindre ses amis, nous étions encore à Couvet, pour les aider à développer la toute petite entreprise qui était encore Posalux. Je me souviens qu'à Couvet déjà, il avait installé en cachette une grande planche à dessiner et il travaillait déjà, à côté de son travail chez Dubié, travaillait déjà pour Posalux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, Posalux? Quelles sont les machines qu'ils ont produites? En 1943, la première réalisation de Posalux, c'est une machine à poser le radium, d'où posa, poser, lux, la lumière, le radium. En revoyant ces images, je me suis dit, tiens, on n'est pas loin de l'actualité, puisque maintenant, ce sont des questions qui reviennent en surface. Et ma belle-mère aussi a posé du radium. L'ami de mon père qui a fondé cette entreprise, il l'a fondée parce que sa mère posait du radium et on est tombé malade. Voilà donc, ensuite d'autres machines ont suivi et ma sensibilité à la vocation industrielle de cette ville est certainement née de cette période de notre vie. J'entre donc au collège de Madrech, qui était à l'époque le collège des Platanes, en 1958, en 6e année. J'avais une année de retard sur le programme d'allemand, je viens avec un accent neuchâtelois coupé au couteau. Je connaissais le HC Jungsprinter, le FC La Chaux-de-Fonds, mais rien de Bienne. Je suis alors frappée par quelque chose qui m'est resté. Dans la cour de l'école, les élèves alémaniques étaient tenus à distance des romans. On évitait les rencontres pour éviter les conflits, pour éviter les disputes et même les bagarres. Or, moi, j'étais en train de potasser mon allemand chez moi à la maison pour rattraper mon retard. Là, pour moi, c'était très difficilement compréhensible. De Madrech, je pars au progymnase, comme certains d'entre vous ici, et je suis frappée là par les enseignants que j'y rencontre. Alors, je vais citer des noms qui vous sont tous familiers. Raoul Baumgartner en latin, en histoire, Raoul Koller en calcul mathématique, Bruno Kerli en français, Bruno Kerli qui, soit dit en passant, sera une des chevilles ouvrières de la création du gymnase français, Robert Gaffineau, aussi professeur d'allemand. Bref,
j'en garde le souvenir d'une école sérieuse dans un bâtiment branlant. En 62, j'arrive au gymnase qui avait été gymnase français, qui avait été créé donc en 1955. Et souvenez-vous, les francophones, nous étions logés dans ces fameuses baraques qui se situaient devant le bâtiment sur le préau. Comment je l'ai vécu, ce passage-là? Le collège est intimidant. Vous vous souvenez aussi, peut-être les avez-vous remarqués, à l'entrée, il y a les fameuses figurines, les singes, mais il y a aussi tout en haut, sur le fronton du bâtiment, une inscription qui fait l'éloge de l'éducation, mais pas celle des filles, celle des garçons. Je découvre au gymnase des mondes dont on ne parle pas autour de ma table familiale. Je ressens alors à ce moment-là très fortement le hiatus entre la vocation plutôt industrielle de cette ville, et puis forcément par mon père, de ses soucis aussi, et le programme académique du gymnase. En 1962, c'est la guerre froide. En octobre, crise de Cuba. À cette époque, je me souviens qu'un enseignant a interrompu soudainement une leçon. C'était 11h du matin, je n'oublierai jamais. 1 minute de silence. 1 minute de silence pour penser, pour réfléchir, pour essayer de garder l'espoir qu'une guerre nucléaire n'éclate pas. Khrouchtchev, Kennedy se faisaient face. Ça m'est resté profondément parce que c'est toute l'empreinte de cette guerre froide que je ressentais à ce moment-là. À cette époque aussi, je prends conscience de l'importance du respect de l'environnement. Et grâce à qui, je vous le donne en mille, grâce à ce cher Hervé Treuil. Hervé Treuil, précurseur, qui a su à ce moment-là nous dire les prochains défis, ce sera l'environnement, ce sera la bagarre autour de l'eau et des forêts, de tout ce qui nous entoure. À cette époque, on était très peu sensibilisés à ces problèmes-là. L'université ensuite, la plus petite d'Europe, celle de Neuchâtel, construite en pierre d'Autrive. J'y retrouve un canton et surtout un accent très connu. J'y passe 4 ans pour y obtenir ma licence. Je découvre la littérature médiévale, la guerre de 100 ans interminable. Mais peut-être ce qui m'intrigue, c'est qu'en tant que biennoise à l'université de Neuchâtel, je sens que les regards sont un peu soupçonneux. Les étudiants du bas du canton se demandent bien ce que ces biennois, fils et filles d'industriels, de commerçants, viennent faire dans une formation académique, en plus venant d'une ville bilingue. Alors tout naturellement, on se rapproche un peu des jeunes chaudefonniers, parentés de vocation de ville horlogère, je ne sais pas. Toutefois, Bienne reste mon port d'attache. Et la rue Ernest Schuller aussi, où habite un certain Alain Sermet. Ses parents sont venus du Jura bernois, de Courtelary et de Corgément, s'installer à Bienne. Tout ça pour vous dire que nous sommes quelque sorte des migrants du Jura bernois qui sont venus coloniser cette ville bilingue de Bienne. Mais en faisant cette réflexion, je me suis arrêtée un petit moment sur Ernst Schuller. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a marqué la période des années 30 de cette ville de Bienne, et puis il était maître de gymnase. Donc c'était en fait un homme polyvalent, politicien, horloger, rédacteur de la revue La Jeune Suisse. En fait, il est révolutionnaire libéral allemand et il se réfugie en Suisse après 1833 parce qu'il a participé aux émeutes de Francfort. Il poursuit son activité politique ici à Bienne et il crée même un centre à Bienne où fleurissent les idées de ce mouvement anti-monarchiste qui ne plaît pas trop aux autorités fédérales et aux autorités cantonales.
de telle sorte que Schüler et ses quelques amis seront arrêtés. Mais il est lié à l'histoire du gymnase de Bienne, qui avait été fondé en 1817. Ce gymnase, donc on est dans les années 30 maintenant, est dans une phase de réorganisation. Il a perdu la moitié de ses élèves. On suppose, ça n'est pas vraiment avéré, mais on pense que c'est notamment dû à l'inadéquation du programme d'enseignement qui enseignait surtout sciences et théologie, avec une population biennoise qui était plus tournée vers l'économie, vers l'industrie et vers le commerce. Alors les autorités saisissent l'occasion des remous suscités par quelques professeurs de gymnase, et notamment ce monsieur Ernst Schüler, pour dire, bon ben voilà, ce gymnase est en train de fondre, transformons-le en progymnase, et ainsi on peut refaire un nouvel engagement de tous les enseignants, ce qui leur donne la possibilité de ne pas réengager les personnes qui troublaient l'ordre de cette bonne ville de Bienne. Et ce sera seulement en 1902 qu'on réintégrera des classes gymnasiales au progymnase. En 1905, le conseil municipal va décider ou les autorités politiques, bien sûr, avec le Parlement, décident des montants du crédit à allouer pour la construction d'un nouveau bâtiment, qui sera ce bâtiment de la rue des Alpes, inauguré en 1910. Je le disais tout à l'heure, c'est en 1955 seulement que le gymnase français ouvrira ses portes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au moment, en 1902, où on recrée des classes gymnasiales à Bienne, elles sont seulement alémaniques. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait un gymnase, une école cantonale à Porrentruy, et qu'on ne voulait surtout pas lui porter ombrage. Donc, les francophones de Bienne, pour lesquels le voyage à Porrentruy était assez long, eh bien, on en connaît quelques-uns encore, ont effectué des maturités, Madame Bangerter le disait encore il y a quelques années, dans ce gymnase alémanique, mais en tant que francophone, avec un soutien pour les francophones. Voilà donc pour Monsieur Schüler, et faisons un saut depuis le XIXe siècle en 1968. 68, inutile de vous rappeler que les événements marquaient l'ensemble de l'Europe, mais à Bienne, c'est la création de la coupole, du Centre autonome de jeunesse. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est que cet événement fait moins écho à ceux de Paris qu'aux émeutes de Zurich. Souvenez-vous, ces émeutes qui avaient secoué la ville le 18 juin 1968. Sur le site internet du Centre autonome de jeunesse, on peut lire. C'est intéressant. Am 18. Juni 1968, 3 Tage nach der symbolischen Besetzung des Globus-Gebäude in Zürich, verkündeten in Biel etwa 200 bis 300 Jugendliche an einer Demonstration ihre Solidarität mit der Jugend in Zürich, in Europa und Amerika. Neben dem inhaltlichen Hauptanlass tauchen auch internationale politische Slogans auf gegen den Vietnamkrieg. On ne mentionne jamais Paris, jamais les barricades de Paris. Mais moi, la romande que je suis alors, j'étais à l'université à Neuchâtel, comme certains d'entre vous, je suis les événements de mai jour après jour. L'agitation à Neuchâtel se fait sentir aussi, des manifestations sont organisées les 13 et 14 mai, un comité d'action pour la réforme universitaire qui s'intitule CARU est créé, on distribue des tracts, le Sénat de l'université s'y oppose, des affiches sont collées sur le bâtiment de l'université, la fête des étudiants est annulée en répression, bref, l'agitation se fait aussi sentir à Neuchâtel. Mais il est intéressant de constater que les références à Bienne et à Neuchâtel ne sont pas tout à fait les mêmes, et que Bienne trouve plutôt le mouvement qui se met en marche à Bienne est plutôt alternatif et cherche ses références du côté de Zurich.
68, c'est aussi Prague, le printemps de Prague. Au mois d'avril de Prague, je suis à Prague avec un groupe d'étudiants. Et je me souviens des moments passés dans des petites rues. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Prague, mais le centre-ville est sillonné de petites rues. Dans ces ruelles, nous nous retrouvons avec des étudiants qui sont pleins d'espoir, qui sentent que quelque chose se passe, mais qui quand même craignent encore de nous aborder, de parler surtout dans les rues très ouvertement. Je suis frappée par cette retenue, puis en même temps par l'espoir qu'on sent naître. Et alors, quand nous revenons en Suisse, je me dis que nos revendications, nos mouvements, même s'ils se justifient, sont tout à fait relatifs par rapport à ce que j'ai senti, ce que j'ai vu à Prague. En été 68, je suis à Avignon, au festival de théâtre. Là, je rencontre Daniel Cohn-Bendit, Jacques Sauvageau, Alain Gesmar. Ils étaient là tous les trois, et naturellement, la jeunesse s'était donné rendez-vous à Avignon. Oh, les CRS ne nous ont pas ménagés. L'espoir aussi de voir les choses changer était fort encore. Mais nous, les Suisses, j'étais avec des étudiants genevois à l'époque, nous n'y croyons pas trop, les conditions dans lesquelles nous vivions en Suisse en tant qu'étudiants n'étant quand même pas tout à fait les mêmes que dans d'autres villes d'Europe. Bien sûr, il y avait la guerre du Vietnam, bien sûr, il y avait des mouvements très forts, une vague de fond, mais une vague de fond que je dirais plutôt culturelle. Et j'en veux pour preuve la rencontre que nous avons faite, notamment avec Maurice Béjart. Pour nous, Maurice Béjart, il était présent avec une messe pour un temps présent. Maurice Béjart, c'était un renouvellement fantastique dans le domaine de l'expression corporelle. Il y avait Jean Vilar. Alors Jean Vilar, théâtre populaire, c'était aussi un moment extrêmement fort pour donner au théâtre un coup de jeune, et surtout en le faisant entrer dans toutes les classes de notre population, ou dans toutes les couches de notre population. Il y avait aussi, souvenez-vous, le Living Theatre, qui jouait nu et qui montrait ou essayait de nous faire comprendre que le moment de la liberté, le moment de nous séparer des carcans, au propre comme au figuré, était arrivé. On se débarrasse visuellement de ce carcan à Avignon. Pour nous, les Suisses, tout se passe plutôt à l'intérieur. On est moins démonstratif. Du moins, je le ressens aussi. Nous arrivons en 1969. Voilà, c'est les premiers pas sur la Lune, avec une montre viennoise, la fameuse Speedmaster d'Omega. Mais 69, si je ne vais pas m'y arrêter longtemps, c'est pour moi l'année de notre mariage et le départ de Bienne pour la capitale. Je passe rapidement sur ces quelques années qui me séparent de 1984, quand je reviendrai à Bienne, juste pour vous dire que nous avons eu 3 enfants. L'un d'entre eux est venu puis reparti très, très rapidement. En 1976, une petite fille de 3 ou 4 ans naît à Pusan. Pusan, c'est une ville du sud de la Corée, tout au sud de la Corée. Elle est accueillie, elle est trouvée sur un marché, elle ne sait pas pour ce qu'elle y fait. Elle est recueillie dans un orphelinat à Pusan, puis ensuite à Séoul. En 1977, grâce à Terre des Hommes, elle vient en Suisse. C'est notre fille. Et c'est à ce moment-là que se termine notre parcours bernois. Nous revenons du côté de Bienne. En 87, nous déménageons à la rue du Stand et je réintègre cette école où j'ai déjà fait un passage alors que j'étais gymnasienne. Je vais m'arrêter un petit moment sur ce passage
J'y entre en 84 comme enseignante. Je reprends pied dans un métier que j'avais abandonné quelques années. Et quand j'arrive, savez-vous ce qu'on me dit? Un homme, bien sûr, excusez-moi, messieurs, c'est pas méchant. Ah, de nouveau une femme. Le métier perd de son prestige. Est-ce pour financer une deuxième voiture? L'accueil fut un petit peu frais. Mais les élèves, les autres collègues, les rencontres surtout avec des personnalités fortes me permettent de reprendre pied très vite dans ce métier. J'étais très soutenue. Et en 1992, mes collègues me demandent de devenir la vice-rectrice de l'école. J'accepte. Et en 1999, j'en deviens la directrice ou la rectrice. Bon, juste une petite remarque en passant, rectrice, c'est le nom des plumes de l'oiseau qu'il utilise pour se diriger. Alors moi, ça m'a toujours fait... Enfin, c'est rigolo d'être une plume, c'est rigolo. Bref, vive le bilinguisme. Donc, je suis dans cette école qui est un petit peu particulière. Pardonnez-moi, je vous mets un schéma ici qui n'est pas une très belle image, mais enfin, c'est juste pour vous dire comment cette école se composait. Vous avez une partie, la partie gymnasiale. Les carrés jaunes sont les classes alémaniques, les carrés bleus, les classes francophones, les carrés verts, les classes bilingues. Vous avez à côté l'école supérieure de commerce, même schéma, avec aussi une formation bilingue un peu différente, les élèves restant dans leur classe d'origine, mais changeant seulement de classe pour certaines leçons, certains cours. C'est donc une école comme les autres, mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'elle est vraiment bilingue, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un équilibre des effectifs des deux langues, et puis elle abrite une formation dite académique, donc qui conduit à l'université, et puis une formation professionnelle. Donc, une école qui a à la fois une vocation de préparer les gens à entrer tout de suite dans le monde du travail, mais en même temps une vocation à les conduire à des études dans le niveau tertiaire, donc des études plus, je dirais, plus ouvertes, plus larges encore. Je suis tout de suite confrontée immédiatement à trois publics, bon, les élèves, les collègues et les autorités. Quatre écoles, hein, 2 francophones, 2 germanophones, c'est 4 systèmes différents, c'est 4 manières d'aborder les plans d'études, d'aborder l'organisation de l'enseignement, enfin, tout est multiplié. J'entre alors dans la conférence cantonale des recteurs et des rectrices de ce canton de Berne. Après le départ de Marie-Pierre Walliser, dont vous vous souvenez peut-être, on comptait les femmes sur 2 doigts de la main pour une vingtaine de personnes. Ces écoles vont ensuite être restructurées, le nombre de directeurs-directrices va diminuer. C'est un apprentissage pour moi, l'apprentissage de savoir me situer dans un monde très masculin où le regard que l'on porte sur moi ou sur ma collègue est parfois un peu surprenant. Je n'en dirai pas plus. À l'époque, Roland Villard est recteur du gymnase français, Peter Gerber du Deutsches Gymnasium, mais nous formons un excellent trio biennois au moment où l'offre de formation gymnasiale va changer. On diminuera les études gymnasiales d'1 année et on introduit une nouvelle maturité avec option. Je fais alors l'expérience d'être la directrice d'une école où il faut licencier, d'une école où je dois dire à certains collègues, voilà, j'ai plus assez d'heures pour vous, donc il faudra trouver d'autres voies pour accomplir votre carrière. C'est une expérience dont j'ai envie de parler ici, parce qu'elle m'a marquée. C'est une expérience riche, une expérience douloureuse. Il faut prendre des décisions impopulaires. On est seul, complètement seul, et on doit respecter les autres.
Et moi, je voulais respecter mes propres valeurs. C'est des valeurs d'ouverture, de compréhension, des valeurs de... Et on a l'obligation, parce que c'est la structure qui le veut, de devoir procéder donc à une restructuration. Je fais l'expérience d'un équilibre fragile et je me dis alors, mais comment je vais procéder pour que je conserve aussi l'estime de moi-même, des autres, mais surtout de moi-même. J'organise alors peut-être une centaine d'entretiens avec les collègues. Et je perçois alors cette responsabilité que chacune et chacun, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un chef d'établissement scolaire, que ce soit un chef ou une chef dans n'importe quel domaine, c'est d'être confronté aux histoires de vie, à des histoires de famille, à des histoires, à des peurs, à des projets, à des craintes que l'on ne veut pas décevoir, qu'on ne peut pas décevoir. Et ces moments-là me resteront pour toujours. On m'a demandé de parler de mes souvenirs et j'avais envie de vous communiquer celui-là. C'est une école, je le disais, presque comme les autres. Maturité option, avec un travail de maturité à la clé, diplôme de commerce, filière bilingue, projet et enseignement interdisciplinaire, apprendre à apprendre ou Wissensmanagement, sport, culture, études, théâtre, musique, danse, avec un spectacle, Show Your Steps, bref, et tous les autres projets que je ne peux pas citer ici. En regardant cette liste, les questions que je me suis posées, mais en fait, qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce que ce programme d'offres nous montre? J'ai envie de dire que l'école a changé dans les années 80, en tout cas la formation secondaire. Elle a changé peut-être aussi comme le temps changeait, comme notre époque évoluait. On y perçoit tout d'abord la possibilité pour les jeunes de faire des choix d'options. Or, toutes les personnes ici qui les ont vécus au gymnase, les choix de ces jeunes, ça n'a pas toujours été très facile pour tout le monde, en tout cas pour tous les élèves. Mais on a cherché à les responsabiliser. C'est donc un nouvel accompagnement qu'on a dû leur donner. Par l'interdisciplinarité, on a cherché à décloisonner les savoirs et dès l'arrivée au gymnase, à donner aux élèves l'habitude de franchir les limites de leur propre savoir. Ça a aussi été un rapprochement intéressant par les filières bilingues des deux communautés linguistiques officielles. Ce qui est frappant, je vous disais, quand je suis arrivée à Bienne en 1958, on séparait les enfants dans les cours d'école. Dans ces années-là, on voit peu à peu, chez les francophones, la peur minoritaire ou la peur ressentie de se voir absorbée par la majorité vraiment diminuer. Et on sent aussi que les conditions, ou disons le monde du travail exerce une certaine influence sur le fait que finalement on s'ouvre à l'autre langue et on se met à partager même une salle de classe, on entre dans une formation vraiment bilingue parce qu'on sent bien que c'est tout à notre avantage. Cette période est marquée par l'informatique, je ne vous apprends rien, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des téléphones portables. Ce que j'en retiens, pour moi, c'est un sacré défi pour mes collègues, pour moi, mais pour les collègues enseignants. Je me souviens d'en avoir vu reprendre des cours d'informatique, et qui ont dû vraiment, non pas apprendre à manipuler un ordinateur, mais à faire d'autres types de réflexions, parce que les élèves, tout à coup, ils sont en avance sur les enseignants. Ce qui frappe aussi à cette époque, dans cette période de changement, c'est une forme de complexification, mais aussi la création de nombreuses passerelles entre les voies de formation. On perçoit, par exemple, que du milieu professionnel, on pourra passer à une formation universitaire, qu'un gymnasien peut entrer dans une haute école spécialisée. On essaye moi j'appelais ça
un plat de spaghettis. À force de créer des passerelles, il était parfois difficile de communiquer ce qu'on crée. Mais c'était une formidable période aussi où on permet, et ça l'est toujours, on permet encore aux jeunes de ne pas se focaliser dans une seule voie, mais de penser son avenir de manière multiple. C'est pas facile et c'est pas simple. Pour vous dire que j'ai été accompagnée par un corps enseignant magnifique, je vous laisse lire, je ne vais pas le lire, le témoignage d'un prof de physique qui avait mis au point un projet interdisciplinaire. Un état d'esprit aussi dans ces années-là, un état d'esprit qui a donné un élan à cette formation nouvelle qu'était la maturité à option. Mais avec un certain recul, qu'est-ce que j'en retiens maintenant? On parle des smartphones, on parle des réseaux sociaux, on voit les jeunes focalisés souvent sur leurs appareils. En fait, moi, ce que je retiens de mes confrontations avec les ados, de ce que j'ai vécu dans mon petit bureau, enfin mon grand bureau à la rue des Alpes, c'est surtout que c'est cet âge-là est l'âge où, et ça je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai fait ce travail, on cherche sa place surtout et où l'estime de soi doit absolument être cultivée, préservée, soignée. Comment puis-je être moi en conformité avec le regard des autres? Et maintenant, si vous reportez ça sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est bien le problème fondamental de l'ado. Comment je peux être moi? Je suis différent des autres, de toute manière. Mais je dois être en conformité avec les autres, parce qu'il y a une pression sociale, parce qu'il y a leur regard, et parce que le regard peut être parfois impitoyable. Et ce passage-là, dans une école où les jeunes se trouvent 8 heures par jour, quand ils sont là, parfois plus, parfois moins, finalement, ils y passent plus de temps que chez eux, voilà. Et ça nous donne à nous aussi, adultes, le loisir de les observer, de nous confronter à eux. Et alors, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que c'est, chers amis, qu'une école de qualité? Vous savez, maintenant, dans les établissements scolaires, la mode est de mesurer la qualité. Et cette qualité, comment peut-on la mesurer? À quoi la mesure-t-on? Et au fond, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas de réponse. Ma seule réponse, c'est de dire, il faut reconnaître que cette période de l'adolescence est vraiment une période charnière dans la vie de tout un chacun, qu'on soit dans un gymnase, dans un apprentissage, et qu'une école doit être l'école des possibles. C'est-à-dire que dans une école ou dans une formation, il est important que la personnalité se développe et pour cela, qu'elle soit accompagnée. Et donc, notre défi, en fait, c'est de donner un cadre, parce qu'on ne peut pas se développer n'importe comment dans tous les sens. Le cadre nécessaire, il faut qu'on puisse se heurter à des résistances pour être recadré ou recentré, mais en même temps, il faut qu'on puisse prendre des risques. Des risques comme par exemple, on l'a vu dans des projets scolaires comme les pièces de théâtre, comme la musique, mais aussi avec le nouveau travail de maturité, mais aussi à travers les choix des élèves dans leur choix d'options, dans leur choix de parcours scolaire. C'est cette tension que j'ai retenue, quotidienne, entre je dois être là sur mes 2 pieds solides en face de cet adolescent qui m'interpelle, qui me brusque, qui parfois me violente, et en même temps ce devoir d'aller avec lui plus loin, de le pousser quelque part aussi, mais en ayant son assentiment à aller plus loin. Vous voyez que ce rôle-là
vous ne l'évaluerez pas avec des questionnaires. Et ce rôle-là, il est fondamental parce que si chacun fait le retour sur soi-même, il voit où nous nous heurtons, à quoi nous nous sommes heurtés et qu'est-ce qui nous a fait avancer dans la vie. Une école, donc, pas tout à fait comme les autres, mais presque, une école qui avait cette chance de s'ouvrir à l'autre culture, une école, mesdames et messieurs, qui a disparu. Elle n'a pas disparu complètement, elle a été intégrée dans 2 autres écoles. Mais vous comprendrez que pour moi, le fait que les autorités aient décidé de la séparer pour la fondre dans 2 autres écoles a été un moment un petit peu d'incompréhension. Puis après, je me suis dit, mais finalement, quel est notre rapport au passé, à l'histoire, à ce qui a été avant? Pourquoi sommes-nous nostalgiques de ce que nous avons connu, de ce que nous avons aimé? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous projeter en avant dans un nouveau projet, dans quelque chose qu'il faut construire, qui est en devenir? Je crois que les regrets ne servent à rien, mais peut-être que les expériences ne doivent pas être oubliées. Là, cette image me renvoie à ces moments, c'est un examen de maturité, c'est l'examen écrit de maturité au gymnase de la rue des Alpes. C'est ce passage-là que nous devons faire avec les adolescents et c'est ce passage-là, moi, qui m'a marqué chaque année très profondément, parce que c'est des passages de vie, ce n'est pas juste un examen. Donc, en 2007, je quitte cette école avec toutes les émotions que vous avez peut-être un petit peu perçues, parce que je suis très émotive, avec regret, mais bien. Et je la quitte, pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée de ces 15 ans, 9 à la direction, 8 à la vice-direction, où j'ai donné le plus fort de moi-même. Enfin, et puis je sentais que c'était le moment. Donc je pars pour me consacrer, me disais-je, à d'autres activités. Alors, le bilinguisme, tout naturellement, depuis l'école, on arrive à ce thème-là. Et pour entrer dans ce thème-là, je vous donne juste quelques témoignages d'élèves. Bon, c'est en 2002, donc ils ont 12 ans déjà, ces témoignages. Ce ne sont pas des témoignages, c'est ce qui me reste, ce sont mes souvenirs, bien sûr, ce ne sont pas des témoignages actuels. Témoignages d'élèves qui, une fois encore, me ramènent à ce qu'est cette ville de Bienne, à ses possibilités aussi, aux possibilités dans le domaine de la formation, mais pas seulement. Et je crois qu'à vouloir parler de bilinguisme, nous avons la possibilité de mettre en œuvre aussi un certain nombre de projets. La ville n'y a pas renoncé, puisque le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne, je m'excuse, c'est un petit peu long, a été fondé ou créé en 2006. Très modestement, je vous dis, j'ai participé à sa création, mais avant d'entrer dans l'aspect politique de ce Conseil des affaires francophones, arrêtons-nous peut-être encore un petit instant à cette maison qui s'appelle la Maison du bilinguisme. Vous voyez qu'elle est construite en pierre d'Autrive. Ce n'est pas un hasard. Pierre d'Autrive, l'université de Neuchâtel, les bâtiments de la rive du lac de Bienne, du lac de Neuchâtel sont en pierre d'Autrive, en tout cas pour ceux qui ont été construits au courant du XIXe siècle. C'était la Villa Huguenin, peut-être que ça vous dit quelque chose, cette Villa Huguenin, qui a été construite dans les années 1840. Ce qui est intéressant, c'est que son premier propriétaire s'appelait M. Ludwig Gerson, ou Gerson, mais Gerson, qui était venu d'Allemagne, de Dresde. Et il a épousé une femme qui s'appelait Hélène Aubert et qui était de Besançon. Ce couple est venu s'établir à Bienne parce qu'il était industriel dans l'industrie horlogère. Et il a acheté cette maison en 1854
qui sera revendu par son épouse à Alfred Huguenin, lui aussi industriel, fabricant en horlogerie, et d'où le nom de Villa Huguenin. Donc le premier propriétaire était un couple bilingue, ce qui parfois est une curiosité de l'histoire. Donc le Conseil des affaires francophones et le Forum du bilinguisme s'y trouvent encore et toujours, nous espérons, pour un certain temps encore. Donc le Conseil des affaires francophones, certains nous demandent encore toujours, mais qu'est-ce que ce conseil, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, pourquoi avoir créé ce conseil? Rappelons-nous qu'au début des années 80, Bienne est intégré aux travaux d'élaboration de la loi sur le, tenez-vous bien, statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne. Bienne, alors, a renoncé à réclamer un statut particulier similaire à celui du Jura bernois, surtout pour préserver la paix des langues entre alémanique et roman, préférant demander un mécanisme de protection plutôt pour les affaires francophones que les francophones. Voilà, cette loi voit le jour en 1984 déjà, et ensuite il faut mettre en application ordonnance, enfin ça prend un certain nombre d'années jusqu'au moment où, en 2006, le CJB, donc le Conseil du Jura bernois, et le CAF sont créés. C'était une belle expérience, c'est encore et toujours une expérience intéressante. L'institution n'existe nulle part ailleurs, il faut tout inventer. On invente, on commence à dialoguer avec le Conseil du Jura bernois en 2006. On a une plateforme pour le faire maintenant, donc le dialogue s'instaure, pas tout à fait naturellement, mais presque. Le CAF se dit, mais enfin, à quoi servons-nous? Donc, il se dote de lignes directrices en matière de culture. Il exprime ses visées en matière de bilinguisme, et ce qui est intéressant, c'est qu'il se dit, mais le bilinguisme, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que si je demande à monsieur A ce qu'est le bilinguisme et à madame B ce qu'est le bilinguisme, j'obtiens deux réponses complètement différentes. Donc il a fallu s'entendre sur cette notion-là, et ces lignes directrices nous ont aidés, en fait, pour le Conseil des affaires francophones, et le mot « affaires francophones » n'a pas été choisi par hasard, c'est bien pour essayer de, comment dirais-je, de mettre en évidence ce rôle qui n'est pas le rôle de défense des individus ou des personnes, mais bien de la culture, de la formation. Qu'est-ce qu'il a fait de concret, ce Conseil des affaires francophones? Bon, il a été à l'origine du rapport Schuller, pas du même Schuller que tout à l'heure, je vous rassure, de la communauté d'études pour l'aménagement du territoire, qui a publié un rapport en 2011, avant la fameuse votation sur l'appartenance du Jura bernois, rapport qui s'intitule « Quelles perspectives pour Bienne et son bilinguisme ?» Examen des éventuelles conséquences d'un départ du Jura bernois du canton de Berne. Qu'est-ce qu'on y trouve? Je ne vais pas vous le résumer, ce serait beaucoup trop long. En fait, ce qu'on y voit, c'est qu'on y apprend comment se meuvent les francophones de Bienne, les flux de population par rapport au travail, par rapport aux intérêts, le départ des jeunes. Bref, il y a toute une série de cartes qui expliquent ces flux et qui finalement aboutit à la conclusion que si le Jura bernois avait quitté ce canton, certes, Bienne en aurait souffert, mais peut-être pas autant qu'on le craignait. Ce qui reste de cette expérience qui n'est pas terminée du CAF, c'est peut-être la difficulté d'avoir une attitude qui est à la fois pragmatique, tout en préservant le dialogue et éviter les antagonismes entre alémaniques et francophones. C'est un outil, un bon outil, qui doit être préservé et qui doit être maintenu à mon sens. Tout naturellement, j'en arrive à parler du palace, Marc en a parlé tout à l'heure.
Alors, je ne vais pas refaire l'histoire du Capitole, elle est connue de nous tous et de nous toutes, mais j'ai envie juste de poser une question ici, une question. Est-ce que la lutte, ou disons les efforts qui sont consentis pour que les francophones aient une maison de la culture ou un théâtre, est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce qu'ils sont justifiés au moment où, peut-être, on parle de bilinguisme? Est-ce qu'ils sont justifiés au moment où le théâtre pourrait peut-être rapprocher les communautés? En vertu de ce que je disais tout à l'heure et en vertu de la reconnaissance de ce bilinguisme de Bienne, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il est justifié. Il est justifié parce qu'il est légitime que les francophones aient une responsabilité dans la gestion culturelle de la ville de Bienne. Et cette responsabilité, elle peut être partagée avec nos amis alémaniques. Équité, idée de co-responsabilité dans la gestion de la ville, c'est ainsi que je vois personnellement ces efforts pour que ce palace devienne une vraie maison de la culture où nous nous retrouverons tous, mais qui peut être géré par les spectacles français, donc les francophones. Au titre de bilinguisme, citons encore l'épisode Canal 3. Je n'y reviens pas non plus très longuement. J'ai juste envie de dire à ce sujet que les remous auxquels on a assisté en 2004, 2005 jusqu'en 2007 pour éviter la disparition de Canal 3, ces remous sont aussi un signal fort pour le bilinguisme de cette ville, mais un signal populaire. Ce n'est pas un signal qui vient d'une petite élite. La population s'est massivement mobilisée pour sauver cette radio locale, qui d'ailleurs, ironie de l'histoire, a été sauvée par des fonds venus de nos amis alémaniques, en grande partie. Et donc, c'est montrer aussi que alémaniques et francophones tiennent à ce bilinguisme. La politique, je terminerai avec ce chapitre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de quelques années passées en politique? Il y en a parmi vous qui ont passé de plus longues années que moi au Parlement biennois, voire même à l'exécutif. J'ai juste envie de dire qu'au moment où les partis traditionnels en Europe sont à un tournant, de nouvelles formations peuvent apparaître. Dans un combat politique, moi, ce que j'en ai retenu, c'est la grosse difficulté de maintenir l'intérêt général au centre des préoccupations, de maintenir aussi un certain équilibre au sein des formations politiques afin de pouvoir gérer une ville comme la nôtre. Une ville, je le rappelle, avec beaucoup de communautés culturelles, 2 langues officielles, avec les difficultés financières que chacun connaît, mais une ville aussi qui offre une formation dans les 2 langues officielles, une ville qui essaye d'offrir aussi un fonds culturel aux 2 communautés linguistiques. Alors, quelques thèmes peut-être que nous pouvons retenir. Ici, vous voyez la grève des femmes en 1991. C'est peut-être elle qui m'a poussé à entrer dans un parti. Enfin voilà, c'était juste un petit clin d'œil à ce passage-là. Pour moi, ce passage en politique, ça a été aussi un passage formateur. Travailler avec des adultes, moi qui avais travaillé avec des adolescents jusqu'en 2007, me voilà plongée dans le monde adulte. Ça a été aussi l'apprentissage de quitter ce rôle d'enseignant, parce qu'on est marqué à vie, les enseignants. Quand on se trouve face à des adultes, il est parfois fort difficile de trouver un autre langage que celui qu'on avait en tant qu'enseignant. Donc ça a été formateur, et ça a été aussi un moment de découverte, de réseaux, les réseaux qui forment cette ville de Bienne. Et un moment de réflexion sur quelques thèmes en lien avec la politique biennoise.
Tout d'abord, politique de neutralité active, la situation de Bienne, ville-pan, ville-frontière. C'est un perpétuel questionnement. Bienne, ville de formation, ville de culture. Qu'est-ce que Bienne peut tirer comme parti de sa situation? Ville-pan, ville-frontière, ville bilingue. Mesdames et messieurs, au moment où le débat sur les langues devient tellement aigu et parfois, pour moi, à mes yeux, parfois touche à l'absurdité, je crois que Bienne a des atouts incroyables à faire valoir. Enfin, dans l'action sociale, comment sortir d'une situation extrêmement difficile pour notre ville? Ne faudrait-il peut-être pas créer ce qu'on pourrait appeler une commission des affaires sociales où, entre parties, on se préoccupe de l'intérêt général plutôt que de politique partisane? Point d'interrogation. La vie privée, mesdames et messieurs, et la vie publique sont indissociables au sein d'une même personne. Et ces quelques images, c'est ma vie. C'est aussi la suite de ce qui va suivre, la poursuite de ce chemin. C'est ma famille, mes petits-enfants, c'est Terre des Hommes où je travaille encore, c'est le théâtre par mon fils qui fait du théâtre, c'est le centre éducatif et pédagogique de Courtelary, où les enfants qui vont faire le monde de demain se retrouvent parfois un petit peu à la dérive. C'est aussi les voyages qui m'ont formé, qui m'ont permis, notamment au Moyen-Orient, au Yémen, en Syrie, en Jordanie, en Israël aussi, de comprendre ou d'essayer de percevoir les enjeux, non pas ce qui s'y passe, mais les enjeux qui se trouvent dans ces régions. Boucler le parcours qu'on vient de faire, c'est se dire que le passé est un réservoir incroyable d'enseignement, mais qui doit nous éclairer. Bien sûr, c'est une notion qui est déjà un peu éculée, mais c'est quand même ce passé, moi, qui m'a éclairé souvent quand je devais prendre des décisions. Que la formation, c'est quelque chose à quoi nos politiques doivent accorder une immense attention, parce que l'accompagnement depuis la plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est quelque chose qui crée, qui donne les conditions pour que le monde de demain soit vivable. J'ai envie de dire que le bilinguisme ne doit pas être une mode, ça ne doit pas être une mode qui va passer ou qui est éphémère, mais ça doit être une manière de vivre, ça doit être surtout aussi le respect. Et enfin, la politique, je le disais, gérer une communauté avec pour viser l'intérêt général et non particulier, c'est là ce qu'il faudrait viser. Pour moi, les traces que le passé laisse, peuvent avoir toutes sortes de formes, peuvent être très particulières. Pour Bienne, ce sont souvent des traces, pour moi, qui représentent justement l'énergie de l'adolescence, de la jeunesse, et qui peut-être feront aussi le monde de demain. Je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une bonne soirée.